Parce que le phénomène d'hypercroissance est récent, parce qu'il pose de nombreuses questions, tant au niveau de l'organisation que des opérations, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui pilotent ces machines redoutables. Je suis Fanny Rimbaud, fondatrice de Double 6, et dans Kiss My Scale, on parle de nos sujets de prédilection. Stratégie, roadmap, équipe, growth, et parfois même, on dessine. Pour présenter notre invité du jour, je me rappelle cette citation qui dit que dans la vie, on a besoin de 2 amis. Un pour les peines, les mauvaises nouvelles, les jours difficiles, le second pour les joies et les heureux événements. Celui que nous recevons aujourd'hui est incontestablement l'ami pour les 2 situations. Et dans une aventure d'entreprise qui croît à toute vitesse, c'est un atout maître. Son art de la formule rappelle les grandes plaidoiries. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Benoît Renard, qui est Head of Marketing chez Alma. Alma, c'est une solution de paiement fractionné et différé pour les e-commerçants. Bienvenue dans Kiss My Scale. Benoît, enchanté. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour cette interview dans notre podcast Kiss My Scale. Et donc, justement, on commençait cette discussion avant avant l'ouverture de la session. Et tu t'apprêtais à nous raconter peut-être quelques mots sur ton parcours, avec en particulier la création d'une entreprise. Donc, d'où viens-tu et qu'est-ce qui s'est passé avant Alma ? Avec grand plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis absolument ravi d'être là. Donc, sur le parcours, moi, j'ai commencé effectivement par Sciences Éco à Poitiers, parce que l'économie en soi, ça m'intéressait énormément, mais très vite, on se rend compte que c'est pas finalement la vraie vie, et que la vraie vie, elle est probablement ailleurs. Et donc, après Sciences Éco, j'ai fait une école de commerce et j'ai choisi l'ESCA d'Angers précisément parce qu'il y a une master entrepreneuriat et qu'il permettait de substituer le stage de fin d'études à ce qu'ils appellent le stage entrepreneurial. Et en fait, l'idée est assez simple, c'est on part d'une idée, on essaye d'en faire une entreprise. Et si ça marche, on peut continuer. Et si ça marche pas, on n'a perdu que 6 mois. Ce qui finalement est un excellent raccourci, je crois. Donc, je suis allé jusqu'au bout de l'idée. J'ai trouvé un associé et on a monté ensemble une boîte qui s'appelait Coureo. Et l'objectif était ambitieux, mais simple, d'un point de vue purement formel. C'était de rendre l'enseignement des maths simple pour les lycéens. Une belle mission. on le trouvait aussi. Donc, on a fait ça avec Laurent pendant 3 ans. On a donc monté une application mobile avec des contenus. L'idée, c'est qu'on découple la forme et le fond. Et donc, il y avait une comédienne qui faisait précisément la forme, et le fond, c'était mon associé, donc Laurent, qui est prof de maths, qui faisait les cours. Et donc, en fait, on se retrouve à filmer sur fond vert, à faire des incrustations, avec une comédienne qui comprend pas un mot de ce qu'elle raconte, mais elle le dit avec une conviction telle qu'évidemment, elle emmène le monde avec elle. Voilà, et on a tout packagé ce contenu-là dans une app que l'on vendait. Et ensuite, en termes de résultats, parce qu'évidemment, quand on est entrepreneur, c'est un peu ça qu'on a envie de regarder. On fait les choses parce qu'on y croit, mais ensuite, on essaye d'en vivre. Quoi qu'au bout de 6 mois, Alors ça nous a pris un petit peu plus que 6 mois. Ah oui, parce que donc, ça me rassure. Merci de le préciser. Ça a pris un petit peu plus que 6 mois, mais néanmoins, on est arrivé à la fin, donc avec une app, notamment pour la classe de seconde, et on était, si on fait la moyenne, dans toutes les classes de France, pour la seconde, avec le nombre de téléchargements qu'on avait. Donc en moyenne, il y avait une personne dans chaque classe en France qui avait, chaque classe de seconde générale, qui avait notre application dans son cartable. Néanmoins, le sujet de l'application, c'est que c'est très difficile d'en vivre, parce qu'en fait, il y a des marges qui sont absolument rikiki. Et donc, c'est plus un produit d'appel qu'un produit en soi pour cartonner, sauf à se faire des jeux sur lesquels on peut faire des téléchargements en millions. Et on a du repeat. Là, c'était du one-shot sur des montants qui sont quand même assez faibles. Donc, inévitablement, il faut trouver autre chose. Et donc, on a fait un pivot. Et in fine, on a dit qu'il faut séparer donc utilisateurs et clients. Et donc, les clients sont devenus les lycées. Donc, on a fait un pivot donc, du B2C au B2P, public. Et donc, on a commencé à vendre nos contenus à travers une plateforme qu'on a créée ad hoc pour eux. Et on a essayé de l'enrichir avec
un peu d'intelligence. C'est-à-dire que ça, c'est resté à l'état de projet, mais je vais en dire un mot parce que je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire que le contenu, c'est hyper utile, mais simplement, tout le monde n'apprend pas de la même manière. C'est-à-dire qu'un même contenu peut très bien marcher sur quelqu'un et pas du tout sur une autre personne. Ça, c'est absolument évident. Mais le dire, c'est bien, et après, il faut juste intégrer cette dimension-là dans l'enseignement. Et donc, on a commencé à créer une plateforme dite d'adaptive learning. En fait, l'idée elle est très simple, c'est qu'elle s'adapte précisément à la façon dont vous pensez, à la façon dont votre cerveau fonctionne. Et on a travaillé avec... on a fait un POC avec le laboratoire qui s'appelle Lapsidé, qui historiquement est le laboratoire de la Sorbonne, qui a inventé les tests de QI. Et eux, c'est des spécialistes précisément du fonctionnement du cerveau. Et l'idée, c'était que leur travail puisse nous servir à justement mapper le chemin le plus court entre là où vous êtes et l'attendu pédagogique, donc ce qui doit être connu de l'élève. Et l'idée, c'est qu'on puisse mapper un petit peu ce chemin avec des contenus en face. Voilà. Donc ça nous a pris au total le tout 3 ans. On a essayé de lever des fonds in fine. Alors ça nous emmène il y a quand même quelques années, ce qui fait que les levées de fonds n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et lever des fonds en soi, c'était pas la même affaire qu'aujourd'hui non plus. Et dans les textes, c'était catastrophique. On a commencé fin 2012, et 3 ans, donc 2016. Et donc, on a essayé de lever des fonds. On avait réussi à avoir à peu près la moitié de ce dont on avait besoin. On n'a pas réussi à boucler. Et donc, malheureusement, on n'a pas réussi, in fine, à aller plus loin que ça. Mais néanmoins, ça a été une histoire assez riche et intéressante. Et puis, c'est là où, mine de rien, j'ai appris les bases de ce qui est vraiment le marketing. C'est-à-dire que j'avais appris à l'école le marketing grande conso, les études, etc. C'est sans doute très très bien quand on travaille chez Danone. Dans la vraie vie d'entrepreneur qui se lance en bootstrapping, c'est pas la même limonade. Et donc, inévitablement, ça a été très utile pour ça. Chez Cooréo, vous étiez combien à la fin ? Alors, il y avait de la production vidéo, donc il y a des moments où on avait des pics avec des monteurs, avec de l'infographie. Et donc, on était entre 2 et 5. Je suis vraiment ravie que tu commences par cette histoire parce que quand même, Instinct Collectif, notre ADN, c'est de parler d'entrepreneuriat et justement des entrepreneurs. Et on est assez convaincus que les entrepreneurs n'ont pas le monopole de l'entrepreneuriat. C'est un état d'esprit. Et puis, par contre, souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand tu as été entrepreneur et que l'histoire s'arrête? Et c'est quand même le cas de bon nombre d'histoires entrepreneuriales. Statistiquement, c'est ce à quoi il y a plus de chances que ça s'arrête que ça continue. Donc, je suis obligée de faire un passage sur ta trajectoire personnelle et comment de l'entrepreneur tu es passé CMO d'Alma, même ne serait-ce que ce temps-là, le temps de la fin, le temps de... Comment s'est pris la décision ? Comment tu as changé de costume ? Déjà, c'est très gentil de me promouvoir avant l'heure, parce que je ne suis pas CEO, je ne suis que Head of Marketing chez Alma, mais indépendamment des titres, effectivement, il n'y a pas une phase de deuil, parce que quand tu allais au bout d'une histoire, tu allais au bout du truc, quoi. Tu sais que de toute façon, tu ne pouvais pas faire un pas de plus. Après, on peut avoir des regrets, mais néanmoins, il faut tirer le meilleur de ça. Et tu vas pas ressusciter. J'ai reçu typiquement quelques messages de Laurent en disant est-ce que tu ne veux pas le relancer, etc. Non, enfin, pour moi, voilà, c'est fini, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Enfin, et tu t'étais mis, déjà, est-ce que tu t'étais mis soit une échéance, soit un objectif, te disant si là, à cette date, on n'a pas ça, ça sera une décision. Et non, et j'aurais dû. Enfin, typiquement, s'il y a bien un truc à faire, c'est quand tu fais 2 choses, c'est définir un objectif. Définir un objectif, c'est un terminator. Grosso modo, il faut être au-dessus de l'objectif, mais surtout pas en dessous le terminator, sans quoi, effectivement, il faut se poser les questions pour savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas. Sinon, il y a toujours ce risque de faire un pas de plus, quoi. Je trouve que ça, c'est assez intéressant comme méthode, parce que ça évite d'être dans l'affect, dans l'émotion, et par ailleurs, dans la tête dans le guidon, parce que quand tu es entrepreneur, c'est CEO, quand tu montes une boîte, ça veut dire Chief Everything Officer. Et ça, c'est extrêmement dangereux d'être, en fait... toujours en train d'éteindre les feux, tu es sans cesse le nez dans le guidon et à fond, et en fait, tu prends pas de recul. Donc les terminators, ça te permet de dire, ok, tous les 3 mois, tu regardes tes objectifs, par exemple, terminator et objectif macro, et si tu n'y es pas, tu peux prendre effectivement les décisions qui s'imposent. Et là, on est passé sur qu'est-ce qui a amené la décision, et donc l'entre-deux. Ouais, et l'entre-deux, en fait, l'entre-deux, c'est un petit peu... passe-moi l'expression, on a un peu un coup de pied au cul qu'il a fallu bouger, c'est-à-dire que j'arrive, j'ai pas le chômage puisque je suis assimilé salarié, mais pas salarié. Donc, quand ton activité cesse, eh bien, tu as 0 € par mois. Et on vit pas très bien avec 0 € par mois. Et j'ai appris pas mal de trucs, comme je le disais, sur le marketing à ce moment-là. J'étais dans un hôtel d'entreprise. Et ce que j'ai remarqué, durant les 1 an et demi que j'ai partagé avec ces gens-là, c'est que beaucoup étaient brillants pour faire des bons produits,
Il y en avait très peu qui savaient bien les vendre. Et je me suis dit qu'il y a une opportunité de marché finalement là-dessus. Et donc ce que j'ai fait, c'est simplement fait du conseil, fait du freelance là-dessus. Et mes premiers clients étaient les gens avec qui je travaillais finalement en day-to-day. Donc ça a été ma façon de rebondir. Donc là, pour le coup, j'ai pris tous les projets au début, puisque simplement il fallait que je travaille. Et puis ensuite, j'ai commencé à segmenter sur 2 grands segments et en fait focaliser mon effort là-dessus. C'est les boîtes qui n'étaient pas du tout digitalisées. Et là, tu arrives et tu mets juste Zapier en marche. Et là, t'es Dieu sur terre, tu vois. Et de l'autre côté, tu avais justement les boîtes early stage qui, en fait, vivaient ce que moi, j'avais vécu quelques mois ou quelques années auparavant. Et je les aidais à trouver leurs premiers, 10 premiers, 100 premiers, 1000 premiers clients. Et après, ils se débrouillaient un petit peu tout seuls. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et puis après, j'ai vu une opportunité. YesPark à l'époque, qui est devenu, entre-temps, le leader européen de la location de parking. Et donc, chez YesPark, il y avait un poste de CMO qui s'ouvrait. C'était le premier poste vraiment full-time marketing chez eux. Et je me suis dit que c'était très intéressant aussi de voir une autre facette. C'est-à-dire que freelance, c'est hyper intéressant, mais tu as un côté mercenaire où tu construis rien dans la durée. Tu fais un truc, ça marche et c'est fine. Et après, juste le contrat s'arrête et on passe à autre chose. Et c'est, à mon sens, la grande différence entre un entrepreneur et un freelance. C'est qu'un freelance, il a quand même plus un côté coup par coup qu'un entrepreneur, il construit un truc dans la durée avec une vraie vision. Et donc, je me suis dit, construire quelque chose un peu plus long, un peu plus long terme, un peu plus assez pertinent, j'y crois assez. C'est-à-dire que tout le monde a déjà vécu cette situation où tu es au volant de ta voiture, dans une grande ville et juste t'as pas de place. Et c'est l'enfer, quoi. C'est complètement l'enfer. Et YesPark, précisément, adresse ce point-là. Alors, pas sur la courte durée, mais sur la longue durée. Et j'ai discuté avec le CEO, qui est un type évidemment brillant. Et ça m'a absolument convaincu de join, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'ai quitté La Rochelle pour arriver à Paris. Je peux vous garantir que que la transition n'a pas été extraordinairement simple, mais néanmoins, je ne regrette absolument pas le choix, puisque chemin faisant, ça m'a amené aujourd'hui où je suis chez Alma, qui est, je crois, vraiment une boîte extraordinaire à tout plein d'égards. Alors, la rencontre avec Alma. Et que fait Alma? Parce que pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément. Alors déjà, si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu triste vis-à-vis de mon travail. Non, je blague parce que c'est marqué aujourd'hui très B2B et demain un tout petit peu moins B2B. Et donc, très probablement, si vous ne connaissez pas encore Alma, je suis convaincu que dans quelques mois, ça ne sera plus le cas. Et donc, qu'est-ce qui m'a amené chez Alma? Donc, après YesPark, j'ai jumpé dans une autre aventure qui s'appelle Move in Motion et qui est un écosystème en fait, de produits pour le monde du spectacle, avec la situation sanitaire que l'on a connue et le monde du spectacle qui était le premier touché et le dernier libéré. Et donc, j'ai préféré ne pas rester. Et j'ai reçu une proposition d'une agence de recrutement et qui m'avait proposé 2 projets, je m'en souviens très bien. Un premier qui était vraiment plus un sujet retail, mais marketplace, et Alma. Alma, je ne connaissais pas du tout. Le crédit conso, a priori, c'est pas super sexy. Je n'ai pas forcément une vraie appétence à faire ça, quoi. Et puis, j'ai commencé les 2 process, et là, j'ai rencontré donc, Marine, qui est la patronne des commerciaux chez Alma. Là, je me suis dit, OK, là, déjà, le niveau des gens qui bossent chez Alma. Et ça, c'est hyper important, je crois, c'est de se dire que peu importe où tu vas, ce qui compte essentiellement, c'est ta trajectoire de learning. Et quand tu travailles avec des gens comme ça, quand tu travailles avec Marine, quand tu travailles avec Louis, le CEO, ou même aujourd'hui Jonathan, le Chief Learning Officer, c'est des gens, ils ont un background énorme, c'est des gens absolument brillants, et ils te poussent, si tu veux, enfin ils te tirent à devenir vraiment meilleur. Mais ça, c'est hyper important. Ils challenge absolument tout le temps. Il n'y a jamais de point gratuit. Et ça, c'est quelque chose d'assez fantastique quand tu rentres dans une boîte où tu as tout à construire, mais rien n'est donné, rien n'est perdu, tout est à conquérir. Et ça, c'est vraiment un challenge. Pour le coup, tu parlais de mindset d'entrepreneur. Et effectivement, même si tu es intrapreneur, pour reprendre une analogie, ça fonctionne parfaitement. Tu as un scope qui est différent. Tu n'es plus Chief Everything Officer. Tu vois, ça, c'est vrai. Mais finalement, tant mieux, parce que ça oblige à focaliser ton effort, focaliser tes forces sur des problèmes bien définis, plutôt bien scopés, et ensuite de voir précisément l'impact que ça a sur la boîte au total. Quand tu vois le chemin à parcourir, justement, est-ce que tu dis c'est bon, j'ai le bagage en main? Comment tu appréhendes l'objectif? Il faut surtout pas pêcher par arrogance dans ce genre de situation. Pour une raison simple, c'est parce que des boîtes comme Alma, et on va dire que je prêche pour ma paroisse, c'est ce qui est un peu vrai évidemment, mais néanmoins, c'est une boîte qui a une trajectoire extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la tech européenne, il y a très peu de boîtes comme Alma. Quand je suis arrivé donc en 2020, juin 2020, j'étais le 18e. Aujourd'hui, en avril 2022, on est 270. Et on devrait être quelque chose comme 500 à la fin de l'année. Je vais donner un exemple très concret. Je suis arrivé pour faire du marketing.
Ensuite, j'ai commencé à faire du marketing, puis aussi la growth, donc la partie lead gen. Et puis ensuite, on a fait une campagne de pub 360. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'est-à-dire qu'il faut bencher, il faut trouver des réalisateurs pour faire des vidéos. Il faut faire un plan média basé sur des audiences qui se définissent très bien, mais il y a un petit peu de savoir-faire derrière. Et donc, tu vas chercher tous ces savoirs à l'extérieur. Tu ne peux pas arriver en disant « je connais tout, je connais toute la partition », ça ne fonctionnera pas. En revanche, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas pêcher par arrogance, il faut être assez humble et s'entourer des bonnes personnes. Ça peut fonctionner. En revanche, aujourd'hui, non, je ne sais pas, ce sera Alma dans 1 an ou dans 2 ans. Et donc, le job est vraiment un scope croissant. Concrètement, j'ai lancé les affaires publiques avec Louis chez Alma. J'ai fait du lobbying pour Alma. Si tu veux, c'était évidemment pas dans la fiche de poste. C'est simplement qu'il y a un moment où tu as besoin de quelque chose. Il faut juste le faire. Et c'est là où le mindset entrepreneur fonctionne. C'est-à-dire, il y a un trou dans la raquette. A priori, même si t'es pas bon dans le sujet, t'es quand même le meilleur pour le mapper, bah tu le fais, quoi. Tu le fais du mieux que tu peux, et une fois que t'as mis les premières briques et que t'as vu précisément l'enjeu, tu trouves quelqu'un qui le fait mieux que toi. Et donc, non, je suis pas aujourd'hui capable de te dire, non, je suis super confiant sur tout ce qui va se passer. Ce que je sais, en revanche, c'est que tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici, notamment la partie entrepreneuriale, ça m'a donné des billes pour résoudre des problèmes. Et en fait, mine de rien, c'est juste ça, ton job. En fait, je pense que ce que je cherchais à identifier avec la question précédente, j'ai l'impression qu'il y a 2 types de recruteurs pour des ex-entrepreneurs. Il y a ceux qui se diront jamais, parce que c'est moi l'entrepreneur et j'ai plutôt besoin de quelqu'un qui soit docile. C'est un terme que j'ai pu entendre. Au contraire, je suis entrepreneur, je veux une team d'entrepreneurs, peut-être au moins sur le premier cercle. Et donc, au contraire, c'est ce que je recherche. Peu importe le hard skills, ce qui compte, c'est le mindset. Je pense que ce que tu viens de raconter répond au contexte, mais j'aimerais bien que tu le confirmes si c'est quelque chose qu'on est venu chercher chez toi. Je pense que c'est un côté, entrepreneur égale doueur quelque part. Et c'est évidemment ça qui, à mon sens, fait la différence peut-être avec d'autres marketeurs qui sont plus dans le marketing stratégique, ce genre de choses. C'est que juste moi, je fais les trucs. C'est-à-dire que je suis capable d'avoir des discussions très diverses, avec des niveaux d'intensité qui ne sont pas les mêmes, et des niveaux de macro, de micro, d'atomicité qui ne sont pas non plus les mêmes. J'ai des discussions avec les growth sur des sujets de stack technique assez hardcore. Et une demi-heure après, je peux être en meeting avec Chief Officer et on discute de choses qui sont nettement plus strat. Et en fait, un entrepreneur, c'est aussi ça, c'est cette capacité sans doute à passer de sujets très macro à des sujets très micro. Et donc, c'est important de faire juste des choses et après, évidemment, d'avoir une vision qui est très claire. Mais néanmoins, entre-temps, le path, il peut être très, très variant. Alors, pour te challenger là-dessus, tu peux avoir la comparaison militaire. C'est-à-dire que le chef ne peut pas être constamment challengé par ses subordonnés et l'objectif est de mener une bataille et de la réussir. Donc, il faut quand même être un bon soldat à un moment. C'est très juste, mais il y a aussi une règle militaire qui est la fonction prime sur le grade. C'est-à-dire que quelqu'un qui est démineur, c'est mieux que le colonel qui n'est pas démineur ce qu'il doit faire. Et donc, s'il y a un ordre qui est débile, non, mais c'est de son ressort, c'est donc du ressort du subordonné de dire cet ordre est débile. Et donc, même chez les militaires, en fait, il y a cette soupape quelque part. Donc, là-dessus, c'est pour ça que je te parle d'être diplomate, qu'il faut être capable de dire les choses convenablement et pas juste être dans le côté rentre-dedans. Donc, il n'y a pas, si tu veux, il y a un monde entre la soumission totale et la personne qui est totalement subversive. C'est évidemment pas, ou séditieuse. Évidemment, il faut arriver à mettre le curseur intelligemment au bon endroit. Mais néanmoins, je ne crois absolument pas que la docilité soit une qualité. Donc, on aura compris que c'est parce que tu screens quand tu es en phase de recrutement. Je suis très intéressée, moi, par vos arrivées respectives dans l'entreprise et ce que vous observez justement, et la roadmap que vous définissez. Comment s'est passé ces fameux 100 premiers jours de découverte? Alors, peut-être que c'est pas 100 jours en ce qui te concerne, mais j'aimerais bien que tu nous racontes. Oui, bien sûr. Alors... Et ce que ça a amené comme livrable ou comme plan, même si... Non, mais je fais des plans, c'est-à-dire que je ne vis pas au jour le jour, qu'on s'entende. Mais c'est simplement que ça ne sert à rien de over-engineer le sujet. C'est juste, on fait un plan et on essaie, quoi. Donc, les 100 premiers jours, ça se passe comment? Déjà, c'est pas une boîte marketing à la base. Donc, évidemment, t'arrives, t'es tout seul face à des sales qui sont plus nombreux et des produits qui sont encore plus nombreux, inévitablement, tu es en minorité. Et donc, inévitablement, il faut faire de l'évangélisation. Donc, ça, c'est un truc un petit peu important. Donc, il n'y a pas de livrable. Les marketeurs B2B vont... Il n'y a pas de livrable en soi, mais c'est sûr et certain dès que tu as l'occasion de placer une information,
une insight, quelque chose, il faut le faire. Comme quoi, par exemple, est-ce que tu te souviens de petits échanges qui ont justement amené cette petite voix à s'exprimer? Ouais, c'est un très bon point. C'est une très bonne question pour le coup. Qu'est-ce que j'avais fait? Si, pour la campagne 360. Donc la première campagne 360, alors ça nous emmène largement après les 100 jours, mais néanmoins, je trouve que l'exemple est parlant. Ça faisait plusieurs semaines que je discutais avec Louis sur le fait qu'il y avait un problème de matching entre le marché qu'on peut adresser et le besoin ressenti par ce marché-là. Concrètement, il y a des marchands qui nous disent le paiement 3 fois, c'est très bien, mais pas pour ce que je veux. Sauf que dans les faits, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a des use cases super strong sur tout le commerce. On a des chirurgiens esthétiques qui l'utilisent. Ça paraît pas très naturel a priori, mais dans les faits, ça fonctionne très bien. Des gens qui vendent des fringues. Bref, beaucoup d'industries qui peuvent être intéressées par ça. Donc je dis, il faut vraiment qu'on communique là-dessus. Lui, un bon ingénieur, me demande évidemment un use case, etc. Il a raison, tu vois, un truc extrêmement cadré, il a raison. Et puis, il y a un moment où je pense qu'il faut juste tenter d'aller plus loin, quoi. Et donc, je mets un meeting dans son agenda. Et à ce meeting, je lui dis pas évidemment, mais j'invite une agence de pub qu'on avait briefé en amont. Et à la fin, si tu veux, du meeting, il dit, OK, on va faire ça. Et c'est là où, parfois, il faut... c'est pour ça que je te parlais de docilité versus change. C'est-à-dire que tu peux le faire intelligemment, tu prends un risque, comme tout dans la vie. Il faut prendre son risque. Et ça permet précisément, parfois, de faire avancer énormément la machine, alors que peut-être que des échanges synchrones ou asynchrones sur le sujet auraient été beaucoup plus longs et ou moins fructueux. Ça, c'est typiquement... T'arrives à identifier ce qui a fait tilt, justement, entre l'agence et Louis? Je pense que le choix de l'agence n'y est pas pour rien. Quand une agence de pub te présente des concepts et qui sont bons, et là, pour le coup, tu passes la balle, tu fais la passe décisive et c'est l'agence qui marque le but et c'est très, très bien comme ça. Ça, c'est vraiment ça, je pense, ça lui a permis de voir ce que peut-être j'arrivais juste pas à expliquer, tu vois, sur le potentiel, sur ce que ça voulait dire concrètement. Donc, on a fait cette première campagne de com en fin Q1 de l'année dernière, il y a un an. Donc, on l'a fait, on était jusqu'au bout. Ok. Puisqu'on est sur cette campagne, entre l'objectif et les résultats, qu'est-ce que tu... Alors, entre objectif et résultat, j'ai l'impression qu'il y a un delta beaucoup trop grand. Évidemment, comme toute campagne de com, c'est une question de difficulté à mesurer l'impact que ça peut avoir. Ça, c'est un premier point, même si c'est franchement pas indépassable. Mais après, ce qui était compliqué, et c'est peut-être là où j'étais peut-être un peu léger sur la partie hard skills sur le sujet, qui est de dire comment est-ce que tu vas chercher suffisamment d'investissement média pour avoir la densité nécessaire pour que c'est de l'impact, sans en mettre trop. C'est-à-dire que si tu me dis on met 10 millions, évidemment ça va avoir de l'impact. La question c'est on va pas mettre 10 millions. Donc comment est-ce qu'on fait pour... quel est le budget idéal, entre guillemets, pour voir si ça fonctionne. Et peut-être que là, on a été un peu timide sur le montant investi pour vraiment faire bouger l'aiguille. On a des résultats qui sont plutôt satisfaisants, mais c'est pas aussi net que ce que j'aurais imaginé voir. Donc, et qu'on soit d'accord pour les auditeurs, donc on parle bien aussi d'une campagne pub, télé. Ouais. Alors, pas télé pour le coup, on a fait la vidéo online. Donc concrètement, tu étais sur M6 Replay, MyTF1, etc. Mais on n'avait pas fait de campagne TV spot. Est-ce qu'il n'y a pas le mode de communication du B2B, d'où l'audace et d'où le risque, mais aux amis marketeurs B2B, qu'est-ce que tu dis là-dessus? Il y a deux formes de réponse. La première, c'est qu'il y a typiquement l'achat dont je parle, c'est l'achat sur des audiences, qu'on peut donc arriver à être assez ciblé sur des personas qu'on connaît, et donc des marchands. Concrètement, c'est pas parce que vous êtes marchand, je sais pas moi, de blanc, donc de machines à laver, ce genre de choses, que vous regardez pas la télé. Donc inévitablement, ça peut être un médium intéressant. Ce qui est compliqué, c'est d'arroser très fort en télé, en Access ou en Prime. Ça, c'est très compliqué, je pense, de justifier des dépenses comme ça quand on a un business que B2B. Sauf avoir une stratégie très offensive B2B2C. Ça, pour le coup, j'ai un article de blog qui les détaille un petit peu la stratégie de Intel, notamment, là-dessus. Et Intel, en fait, ils ne se sont pas posé 1000 questions, ils se sont dit, il faut que tout le monde nous connaisse, et à partir de là, les gens qui font, donc les assembleurs, ceux qui construisent les ordinateurs, vont vouloir du Intel parce que le marché veut du Intel. Mais ça implique d'avoir des budgets qui sont vraiment hyper importants et d'avoir une conviction très très forte sur le fait que le marché lui-même, donc les consommateurs finaux, peuvent tirer suffisamment fort la demande pour que ça crée de la valeur pour ton produit. Ça, dans notre cas, c'est a priori intéressant, mais c'était pas aussi évident que ça, donc on n'était pas OK pour investir massivement là-dessus. Donc, les médias qu'on a choisis sont des médias hyper affinitaires. Ça, c'est très très clair. La vidéo online, ça peut être très affinitaire parce que tu achètes des audiences qui sont
la bonne CSP, le bon âge, le bon endroit, et a priori la bonne catégorie socio-professionnelle, parce que l'INSEE a des catégories socio-professionnelles qui sont très claires, et on peut acheter ça auprès de brokers de données, ces audiences-là, et faire du broadcasting dessus. Donc c'est pas forcément audacieux, dans le sens où on aurait fait un truc vraiment orthogonal à ce qui se fait classiquement, pas du tout. On a simplement utilisé des médias qui sont finalement peu usités, mais pour un usage tout à fait cohérent, quoi. On a aussi fait du print dans l'officiel de la franchise, dans Capital sur la partie les meilleurs sites e-commerce. Enfin, donc, si tu veux, le plan média en lui-même était quand même très B2B, sans l'ombre d'un doute. Et ce qui pourrait paraître comme étant pas tant B2B que ça, finalement, l'est quand même, au moins au niveau des audiences. On revient sur la découverte, donc évangéliser dès que tu peux. Ouais, et commencer à marquer des buts. C'est-à-dire que tu as la question de la lead gen, qui est évidemment absolument clé. Les sales, il faut qu'ils passent évidemment le plus de temps possible à vendre. C'est là où ils sont bons. Et donc, de fait, à chaque minute où ils prospectent, en fait, tu perds de l'argent, quoi. Et ça, si tu veux, c'est vraiment un des premiers livrables, c'est-à-dire quelle est la position du marketing vis-à-vis des sales. Et nous, on a une phrase, c'est Supercharging Sales at Scale. Et c'est ça notre job. Nous, on est là pour aider les sales. Et le jour où on a des alignements là-dessus, c'est triste, quoi. C'est un vrai problème. Donc il faut être très très clair, on est au service des sales. Enfin, ce premier alignement, il est vraiment important. Et ensuite, il a des implications pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire aider les sales? Ça veut dire évidemment faire des campagnes, machin, mais si tu veux, il y a aussi des questions de relation entre sales et marketing. Comment est-ce que tu fais en sorte que les leads que tu génères, en fait, ils soient traités? Parce que ça, c'est souvent le love-hate relationship entre les sales et les marketing. Marketing dit les sales traitent pas mes leads, et les sales dit les leads que le marketing nous envoie sont pourris. C'est vraiment le schéma le plus classique du monde. Et en fait, il faut surtout, précisément, arriver à ne pas rentrer dans ce genre de schéma, parce que sinon, c'est terrible. Donc, moi, mon job là, c'est effectivement d'avoir des premiers wins là-dessus, sur la partie lead gen, et aussi s'assurer qu'on ne tombe pas dans cette relation finalement qui est complètement stérile. Et donc en premier livrable, tu as effectivement cette roadmap sur la partie lead gen, c'est très très clair. Quels ont été tes piliers, les piliers choisis, recommandés? Ouais, tu as les usual suspects qu'il faut tout de suite faire, j'ai envie de dire, donc la partie SEA, SMA qui est un petit peu un no-brainer quelque part. Même si tu as un business qui n'est pas essentiellement search, ce qui est notre cas, on est très très peu search finalement, tu as quand même intérêt à en faire un petit peu. Et c'est toujours des leads, même si c'est 10-15 par semaine, c'est fine, quoi. Tu les prends et tu les traites et ça se fait très bien. Comme ils sont intentionnistes, de fait, c'est du business. Après, tu as toujours des questions de CAC, etc. Mais dans un premier temps, c'est toujours ça. Donc tu fais ça, ça arrive et c'est bien. Et ensuite, mon job à ce moment-là, c'est d'être capable de faire scaler. Comme je te l'ai dit, c'est Supercharging Sales, ok, mais at scale. Et ce at scale, il est hyper important. Et ça, c'est un petit peu la dimension growth que j'ai par rapport à beaucoup de mes confrères qui sont que marketeurs. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire avec très peu de moyens des très gros push. Et ça, typiquement, un des premiers recrutements que j'ai fait, c'est un ingénieur. La plupart tu pourrais dire c'est du content, etc. Alors c'est vrai aussi que le content est un pilier, si tu veux. Mais un ingénieur qui fait de la growth, donc un growth engineer, quelqu'un qui est un ingénieur full stack, qui travaille que pour toi, ça te permet de déplacer des montagnes. Ça, moi, je suis absolument convaincu, je suis un disciple de Guillaume Cabane sur le sujet, qui est de dire que mettre de la tech dans le marketing, ça crée un avantage concurrentiel. Et dans les faits, on l'observe tous les jours aujourd'hui. C'est-à-dire que 2 ans après, on a des workflows qui sont finalement une émanation de ce premier plan des 100 jours là, dont tu parlais, qui sont d'une puissance mais extraordinaire. Concrètement, aujourd'hui, on est capable de mapper la totalité d'un marché sur le e-commerce notamment. Donc, tu ouvres l'Espagne, tu ouvres l'Italie, en littéralement 3 mois, on est capable d'avoir identifié l'intégralité des compagnies qui sont un fit pour Alma, l'intégralité des contacts, donc des people qui sont à l'intérieur de ces compagnies, l'intégralité des données firmographiques, chiffre d'affaires, revenus, capital, etc., de ces compagnies, et tout l'aspect techno. Et à partir de là, on peut scorer. Donc, on peut dire, vous commencez par là, puis vous finirez par là. En 3 mois pour chaque pays. Et ça, on peut le faire pour des ensembles, c'est parce qu'on a des ingénieurs. Aujourd'hui, on en a 3 full-time. On a un growth manager, juste pour la partie growth, comme ça, je vous donne un petit peu l'équipe. Un growth manager, 3 growth ops, qui sont le bras armé, le bras opérationnel du growth manager, et 3 growth engineers. Et leur job, c'est précisément de mettre en musique les flows qui sont conçus par Paul François et ses ops, donc growth manager et les ops,
Et ça, c'est d'une puissance, mais vraiment, c'est sous-estimé, mais tout le temps. Alors, ça tombe bien, puisque plus c'est sous-estimé, plus ça fait un avantage concurrentiel pour moi. Mais c'est sûr et certain que c'est quelque chose de sous-estimé dans les boîtes, parce qu'il n'y a pas, très souvent, dans les parcours de marketeurs, il n'y a pas de dimension tech. C'est toi qui les as recrutés? Le premier growth engineer, c'est moi. Et ensuite, évidemment, j'ai passé la balle à Paul François, qui est le growth manager, et qui a le même mindset que moi sur le sujet. Tu as très bien expliqué ce truc de d'abord on fait, puis ensuite on délègue. Enfin, c'est quand même le chemin de la croissance et c'est très entrepreneurial. Mais on voit aussi qu'on peut bloquer à des moments où il faut vraiment recruter une personne qui a une compétence très éloignée de la nôtre. Enfin, on sait qu'on a besoin de cette compétence pour atteindre tel résultat. Néanmoins, on ne sait pas comment évaluer le profil, l'expert. Et tu peux même faire tous les... Le case ne suffit pas parce que tu ne sais pas lire le case. Tu ne sais pas le construire, en fait. Ouais. Est-ce que toi, tu avais la ressource suffisante pour évaluer Pierre-Louis? Paul François. Alors, Paul François, donc lui, il a un parcours de growth, donc pour moi, il y a zéro problème pour analyser. Si tu veux, le case, c'est des questions finalement assez simples. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le cheminement, et je peux t'assurer qu'il y a vraiment deux catégories de gens. Il y a les gens qui sont avec un mindset très standard. Je fais du contenu, je fais de la pub sur LinkedIn, etc. Et ça, évidemment, c'est formidable, mais lui, il va pas trouver de shortcut dans son parcours, quoi, c'est sûr et certain. Il va faire bien, il va pas faire at scale, ça j'y crois pas une seconde. Et tu as des gens comme Paul François, qui ont un mindset de pirate, au bon sens du terme, du coup, pour reprendre l'analogie de la docilité, un mindset de corsaire, donc au service du roi, et qui précisément est capable de trouver des moyens très smart de toucher les gens qui t'intéressent. Et concrètement, dans le case, je disais, il y a à peu près 2000 sites e-commerce en France qui sont vraiment gros, qui font plus de 10 millions de CA. Comment est-ce que tu t'assures que les 2000 personnes qui gèrent ces sites aient entendu parler d'Alma? Et on a un produit qui s'appelle le Pay Later. Et le Pay Later, si vous avez déjà utilisé ça chez Zalando, c'est tu reçois ta commande et tu payes que ce que tu gardes. Je parle de Zalando parce que c'est vraiment ceux qui ont craqué le plus le sujet du Pay Later. Et donc, il m'a fait un case. Alors évidemment, tu as toute la partie un peu en amont sur l'identification des cibles, etc. Il m'a fait un case que j'ai trouvé brillant. C'est de dire, on prend des t-shirts qui sont moches ou trop petits, enfin pas du tout adaptés à la morphologie de la personne qui va les recevoir, quoi. On les met dans des colis et on les envoie à tous les directeurs e-commerce de ces sites. Avec un mot, il est moche ou il est trop petit, c'est pas grave puisque vous ne payez que ce que vous gardez. Et tu vois, c'est un message super puissant avec un moyen très peu orthodoxe d'adresser le sujet. Et tu es sûr que le mec se souvient de toi quand tu l'appelles. Alors après, évidemment, il y a des risques à faire ça. Ça peut ne pas être la bonne personne qui l'ouvre, ça peut être mal vu, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a un cheminement de pensée qui est pas orthodoxe. Et ça fait une différence. Parce que précisément, quand tu penses à un petit test comme ça, tu dis, OK, fine, envoyer 2000 colis, c'est pas non plus monumental, si tu veux. Et quand tu penses qu'en France, il y a 600 000 point of sale, 600 000 magasins qu'on peut adresser, et 200 000 sites e-commerce, tu dis, OK, il faut quand même penser un peu à scale. Et précisément, un mec comme Paul François, c'est quelqu'un qui est capable de dire, on fait des tests de ce type-là, complètement farfelu dans l'idée, mais surtout, il est capable de les passer à l'échelle. Tu vois, il a trouvé des prestataires qui font le packaging, qui font... Et si tu veux, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu peux faire des POC, et si tes POC sont concurrents, tu es capable de passer à l'échelle la semaine d'après. Et c'est ça qui te fait gagner de la vitesse. Et le truc qui va manquer à Paul François, concrètement, c'est la partie tech. C'est normal, il n'est pas ingénieur. Et donc, c'est pour ça que tu as besoin d'une brique, parce que parfois, brique ingénieur, j'entends, parce que parfois, tu as besoin, pour passer à l'échelle, de sortir des outils no-code, par exemple. Et bien ça, concrètement, Zapier, ça a une limite. Zapier, ça marche très bien sur des cases avec des petits volumes. Dès que tu as des gros volumes de données, ça ne fonctionne plus. Et pour passer à l'échelle, il faut passer en code. Et donc là, tu as besoin d'un ingénieur. Et donc c'est pour ça que cette notion d'avoir de l'ingénierie dans le marketing a vachement de sens, parce que derrière, ça a un impact business potentiellement énorme. Du coup, c'est ton premier recrutement, enfin, c'est ton premier... là, tu vois que ta nécessité, c'est d'avoir cette équipe-là. Ensuite... Alors, le premier recrutement, c'est quelqu'un en content qui s'appelle Louise. Mais du coup, c'est pas sur la partie growth, quoi. C'est vraiment le marketing standard. Mais en growth, effectivement, ça a été un growth engineer. OK. Le plan, enfin, ouais. Du coup, si on revient sur un peu tes... Alors, je t'ai pas dit, mais en fait, on est à la quête d'un pattern. Tu sais, ça, on aime bien dans le marketing, les patterns. On ne sait pas si on va le trouver, mais du coup, on pose la question à tous nos interviewés, quel a été le leur, pour voir si on peut arriver à en faire nous-mêmes un standard, le révéler. Je pense pas qu'il y ait un pattern particulier. Enfin, navré, hein, je pense que je vais décevoir vos espoirs là tout de suite. Mais... C'est drôle, je m'y attendais. En fait, tu peux peut-être avoir un pattern, en tout cas une méthode
unique dans certains cas, mais dans le cas où la manière dont j'ai agi, par exemple, chez Gaspard, est très différente de la manière dont je travaille aujourd'hui. Précisément parce que les enjeux de croissance sont pas les mêmes. Les enjeux de croissance chez Alma sont absolument colossaux. Enfin, faut bien entendre ça. Que le marché est énorme, il est très peu adressé. C'est un marché d'équipement. Donc tout le monde en veut, personne n'en a, nous on en vend. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller très 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 vite, pour qu'en fait, le jour où ça devienne une guerre de position, alors qu'aujourd'hui c'est une guerre de mouvement, le jour où ça devient une guerre de position, on ait précisément pris le plus de terrain possible, parce que là, ça devient très 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 compliqué d'aller chercher le dernier pourcent de part de marché. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on pousse le plus possible. Et donc en fait, mon framework d'arbitrage, en fait, il est de choix, il est super simple. C'est est-ce que ce que je compte faire accélère les choses ou pas? Si oui, alors je le fais, sinon je le fais pas. Et c'est aussi simple que ça. Donc c'est l'avantage d'être extrêmement exploitable dans absolument toutes les décisions du monde. J'ai envie de te poser une question sur justement ces quick wins. On sent bien que c'est quand même ce qui drive ta politique. Est-ce que tu aurais une représentation de ce qui est le plus gros, ta plus grosse fierté là, chez Alma depuis que tu y es? Si tu arrives à en faire un dessin. Faire un dessin donc de ce que je considère être la plus grande fierté qu'on a chez Alma. De ton travail. Ok. Ah ouais, si, je peux faire tout. Mais ce sera très schématique, hein, vous m'excuserez, parce que je suis absolument, comme je vous l'ai dit, tout à fait incompétent en matière de dessin. Et après, il faut arriver à le faire, tu sais. Ça va faire un truc en trois phases. Ouais, tu peux expliquer le... Ouais, on va faire ça, un truc en 3 phases. Donc là, si tu veux, t'as le niveau de l'eau. Ah, trop bien. On est passé d'un truc comme ça qui ressemble à un sous-marin. Tu vois, à une petite barque. Tu vois, avec que quelques personnes dedans. Je vous l'ai dit, ce sera très schématique. Hein. Initialement, dans le BP, on devait être 3 marketing à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, on est 12. Et on devrait être 34 à la fin de l'année. Et là, tu vois, tu as le très très gros bateau. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ma fierté, c'est pas un point, en fait. Merci beaucoup. La fierté, c'est pas un point, en fait. Ce qui est important, c'est cette notion dynamique. Qu'aujourd'hui, on a un très gros bateau, mais demain, on peut être vraiment une flotte entière. Et c'est ça qui compte. C'est qu'aujourd'hui, on était tous dans le même bateau. Enfin, aujourd'hui, on est tous dans le même bateau, les PMM, la growth, etc. Mais demain, l'idée, c'est précisément qu'il y ait des spécialisations qui aillent plus loin que ça et qu'en fait, tu aies des petites frégates qui viennent s'ajouter et du coup qu'on devienne vraiment une flotte. Parce que c'est comme ça que tu peux arriver à gagner certains territoires qui ne sont pas prenables autrement. Big is beautiful, pas tant que ça, en fait. Ce qui est important, c'est que tu aies des gens qui travaillent bien ensemble, entre eux, et ensuite inter et intra. Et une fois que tu as ça, tu es capable effectivement de pousser des montagnes, quoi, de soulever des montagnes. Donc on est bien d'accord que tu es passé du sous-marin à la barque. Ouais. Qu'est-ce que ça là, on est quelque part par là. Ouais. C'est un catamaran? Non, c'est pas un catamaran, ça reste un monocoque. On n'est pas très séparés, on vit très très bien en équipe. Ça, c'est hyper important aussi, c'est d'avoir des gens qui bossent bien ensemble, qui ont une vraie communauté de pensée. Et quand tu recrutes beaucoup très vite, en fait, ça, c'est probablement la chose sur laquelle il faut être extrêmement vigilant et être absolument catégorique. Je suis pas normatif dans la vie, mais ça, en revanche, c'est intolérable de rentrer quelqu'un qui ne fit pas en fait avec l'équipe. T'as beaucoup trop à perdre. Donc il faut être assez à l'aise. Ah oui, et là, tu as fait un regard qui ça ne laisse aucun doute sur le... C'est venu de très très loin. Ah ouais. Là-dessus, si j'ai un doute sur le fit de la personne, même si c'est sur le papier la bonne personne, j'ai aucun problème et ce sera non. Et sans aucun regret. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le fameux. Oui, mais je parle de fit parce que tu peux pas arriver à te forger une opinion complète sur quelqu'un juste avec un process d'entretien, même s'il est super sharp. C'est pas possible. Et c'est pas grave. Il faut vivre avec une forme d'incertitude. Il faut juste minimiser ton risque. En revanche, il y a des choses sur lesquelles il faut être absolument clair. Que je parlais de Terminator au début, mais en fait, c'est pareil. Terminator en recrutement, c'est une espèce de no-go absolu. Et tu peux avoir quelqu'un qui est fantastique, mais qui a une attitude de merde. C'est sûr et certain que lui, il faut pas le prendre. Même s'il est capable de délivrer très très fort. Il va pourrir l'ambiance de l'équipe. Et inévitablement, ça va créer des tensions, des frictions. Et ça, évidemment, tu le veux pas. Parce qu'au lieu de construire l'avenir, tu es en train d'essayer de réparer le passé. Ça fonctionnera jamais. Quelle est ta propre transformation entre le sous-marin et le monocoque à moteur? Ou à voile, soyons plus écolo. Pardon. Je pense que ce qui est le plus important là-dedans, c'est que je ne sois pas attaché
ce que je fais. C'est-à-dire dans le sens où tout ce qu'on fait, on va le casser dans 3 mois parce qu'on sera beaucoup plus gros, parce que les enjeux seront différents, parce qu'il y aura de nouvelles personnes et qu'en fait, ils auront des scopes différents et qu'en fait, l'organisation que tu avais prévue, en fait, elle vole en éclats et c'est fine. Donc, pas être amoureux précisément de ce qu'on a planifié. C'est pour ça que je te disais, la planification, c'est important d'avoir une vision, d'avoir un point de mire. Ça, c'est fondamental. En revanche, ce qui n'est pas du tout fondamental, c'est d'être absolument arc-bouté sur la manière dont ça va se passer, parce que ça se passera jamais comme ça. J'adore cette phrase de Mike Tyson qui dit « Tout le monde a un plan jusqu'à temps de prendre la première droite dans la gueule ». Et je trouve ça fantastique parce que c'est exactement vrai. Et ça l'a pas empêché de gagner des combats. Donc pour le coup, c'est hyper important d'avoir ça en tête, de ne pas être amoureux de ses plans. Par contre, c'est vraiment d'être amoureux de la vision et du résultat, ça c'est sûr et certain. Donc c'est probablement ça le skill le plus important pour ce qui est de mon travail au quotidien, c'est être capable de toujours... Donc ça, c'était un apprentissage ? Ouais, très clairement. Tout ce qu'on t'apprend à l'école et même depuis tout petit, si tu veux, c'est à résoudre un problème de manière linéaire. Et ton cerveau, en fait, est formaté pour ça. Et de fait, la vie, c'est tout sauf quelque chose de linéaire. C'est évident. C'est évident. On a tous déjà eu, une fois dans notre vie, de la chance et puis pas de chance. C'est comme ça. Donc, c'est pas linéaire. Certains, malheureusement, ont beaucoup plus pas de chance que de la chance. Et à l'inverse, certains ont beaucoup de chance et c'est tant mieux. Mais néanmoins, dans les deux cas, c'est pas quelque chose de linéaire. Donc, il faut pas essayer de faire rentrer quelque chose de non linéaire dans un contexte linéaire. Ça fonctionnera pas. Alors, est-ce que tu pourrais faire un autre dessin ? J'ai vraiment l'intention de m'enrichir sur ton dos. Hein, tu sais. Ouais, alors, je veux dire, vu la qualité, si tu arrives à en sortir le moindre centime... Allez, Paris pli. Une représentation de ton... de l'instant T, de ce que c'est le marketing en scale-up. Le marketing en scale-up. Non, mais c'est intéressant. Je vais reprendre la même analogie avec l'eau. Tu vois, donc là, c'est l'eau. Ça, c'est le niveau de l'eau qui monte. Tu vois. Et ça, c'est toi. C'est-à-dire que tu as juste le nez. Tu vois, qui est au-dessus de l'eau. C'est saut 4. Et il y a un type qui t'appelle. C'est ça. Non, c'est exactement ça. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être très à l'aise avec l'inconfort. Très, très à l'aise avec l'inconfort. Dessin. Tu veux mettre « c'est moi ». Exactement. C'est exactement ça. Et en fait, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que moi, la manière dont je vois les choses, c'est que j'essaye de remplir le plus possible ma barre, pour reprendre l'analogie du dessin précédent, pour qu'on ait vraiment l'eau, tu vois, à la limite. À la limite. Sans cesse. Dès qu'il y a un petit peu le niveau baisse, on en remet. Comme ça, tu es sûr de maximiser la output. Alors ça, pour le coup, d'un point de vue managérial, une vraie question derrière, c'est que tu peux pas mettre les gens dans l'inconfort s'il n'y a pas de confiance. Parce que ça, c'est un nom, ça s'appelle l'insécurité. Et ça, c'est ce qui fait péter des plombs, non ? Et c'est normal. Et ça, c'est hors de question. Ce que je dis souvent, c'est « not on my watch ». Alors du coup, comment... précisément. C'est très bien formulé, mais très concrètement. Comment est-ce qu'on fait pour éviter l'insécurité ? Très précisément en mettant les gens dans l'inconfort, mais avec de la confiance. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu peux pousser les gens très 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 loin, qui découvrent eux-mêmes leurs limites, voire même qui dépassent ce qu'ils pensent être leurs limites. Ça fonctionne très bien, à la seule condition qu'ils aient confiance en toi, dans le fait de capable de dire « là c'est trop, là je peux pas, là j'ai besoin d'aide », qui se sentent OK à escalader des sujets. Parce que ça fonctionne. Tu vois, Louise, que j'ai embauchée sur le poste de content, aujourd'hui, elle gère les events. Elle est passée de content à event. Je lui dis, bon, voilà, à partir de maintenant, avec son accord évidemment, mais à partir de maintenant, c'est toi la patronne des events. Moi, j'y connais rien, j'ai pas le temps. Donc, en synthèse, fais-le. Elle m'a dit, banco, tu vois, mais c'est énorme parce qu'elle a jamais fait ça de sa vie. Jamais fait ça de sa vie. Le premier event qu'elle a organisé, c'est le Paris Retail Week, sur un stand qui faisait 40 mètres carrés avec un side à côté, plus le fait que c'est un stand, c'est pas un bouffe où tu commandes sur le catalogue les canapés, quoi. Genre, il faut faire le design du stand, il faut voir tous les prestats, etc. Ensuite, quelques semaines après, il y avait le One-to-One Monaco, où elle a organisé tout, et c'est pareil, on avait un stand de plus de 100 mètres carrés, on avait l'ancien de Google parce qu'il y avait le travel ban à l'époque, donc on a plus de 100 mètres carrés à habiller. Jamais fait ça de notre vie, encore une fois. Choisir le sol, machin, trouver quelqu'un, alors en pleine pénurie de bois, trouver quelqu'un qui fasse un stand qui est super chouette. Alors ça, j'ai de la chance, j'ai les copains designers et menuisiers, donc du coup, on appelle les copains et ils s'en chargent, les attendent très très bien. Mais si tu veux, c'est un truc, en termes de niveau d'inconfort pour Louise à ce moment-là, je pense qu'on est dans la zone méga rouge. Et ça fonctionne, à mes yeux, parce qu'elle a confiance dans le fait que si elle me dit là, je peux pas le prendre, je sais que c'est vrai. Et elle sait qu'elle peut me le dire, et qu'il n'y aura ni jugement, ni quoi que ce soit, simplement on va essayer de trouver une solution au problème qu'elle a rencontré.
Et ça fonctionne. Et donc, du coup, tu peux aller très, 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 très loin. Sur ce one-to-one Monaco, on avait un side, on a loué un bateau de plusieurs dizaines de mètres. Donc, ça veut dire qu'il faut louer un bateau, ensuite trouver un assureur pour le bateau. Je sais pas si tu as déjà fait ça, et moi jamais. Ensuite, il faut trouver quelqu'un qui découpe la moquette à la forme des marches du bateau. Il faut trouver un DJ, il faut trouver des lampes pour chauffer, parce qu'évidemment, même fin d'année, même à Monaco, il fait quand même pas très chaud. Il faut penser à tous les détails, si tu veux, du plus macro au plus micro. C'est-à-dire qu'au moment où tu ouvres, tu ouvres le stand, si ta télécommande de télé, il n'y a pas de pile dedans, juste une animation mentale. Donc c'est vraiment... Et donc si tu as un niveau de détail qui est énorme, et en termes de charge mentale, c'est colossal. Et donc ça a fonctionné. À mes yeux, c'est comme ça que j'analyse. Il faudrait demander à Louise, mais je peux croire qu'elle partage ce point-là. Ça a fonctionné parce que précisément, il y a un couple confiance, inconfort. Ça marche. Si tu enlèves la confiance... Challenge, enfin je veux dire, il y a aussi la personnalité de la... Bien sûr. Mais l'inconfort, effectivement, n'a pas la même dimension chez tout le monde. Il y a des gens pour qui juste sortir un petit peu de la routine, c'est de l'inconfort. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire si précisément tu as encore la confiance. C'est ça qui est hyper important. Et donc quelqu'un qui, toi, à l'inverse, si tu as la confiance, mais pas l'inconfort, c'est que tu pousses pas assez les gens. Donc ils vont avoir un carrière pass qui va être beaucoup plus plat que ce qu'on pouvait attendre d'eux. Et à l'inverse, si tu as, ce que je disais au début, on revient à boucler la boucle comme ça, si tu as l'inconfort mais pas la confiance, dans ce cas-là, c'est de l'insécurité. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais du coup, ça, c'est cette fameuse... c'est ce couple aussi... objectif ressources et en effet un objectif identique, tout le monde ne considère pas avoir les mêmes ressources. Ouais. C'est nos amis les psychologues du travail le savent bien. Est-ce que du coup c'est quelque chose que tu arrives à identifier en entretien pour plutôt t'équiper de personnes qui considèrent avoir des ressources plus développées que la réalité, donc et si oui, comment tu le fais, comment tu arrives à justement identifier des profils de gens qui dans l'inconfort en fait développent ont une élasticité Il y a des signaux faibles et quelques signaux forts. Signaux faibles, c'est difficile de dire, il y a un framework clair pour les évaluer. En revanche, les signaux forts, c'est sûr. Typiquement sur l'event, aujourd'hui, on a une event ops qui s'appelle Elsa dans le case. Donc il y a un case qu'on donne. Et dans la restitution du case, il y a un moment où on sait que, en fait, on va pousser, on va essayer de mesurer son endurance au stress très concrètement, parce que le métier d'event, c'est très très dur. Pour une raison simple, c'est parce que décaler d'une journée, c'est pas possible. Donc inévitablement, il va t'arriver une foultitude de merde, c'est inévitable. Et par ailleurs, tu peux pas décaler. Donc l'élastique, c'est toi, et justement ta capacité à être extrêmement résilient quand ça t'arrive. Et donc dans le case, c'est toi, t'arrives au Paris Tale Week, 1 heure avant. T'as ton prestat pour la partie, pour le soir, celui qui fait l'apéritif, ne vient pas. Qu'est-ce que tu fais? Et tu vois, et t'as des gens qui, non pas qui paniquent, mais qui disent je sais pas, si, je vais faire ça. Et tu sens que c'est complètement irréaliste, tu vois. Et puis t'as ceux qui disent en fait, je m'en fous, je vais au Franprix, quoi, et puis j'achète ça. Ou alors ceux qui disent c'est pas grave, j'apprends à faire 3 cocktails, j'appelle l'almacino, le machin, le truc, tu vois. Et puis je l'ai fait, quoi, je deviens barista, et c'est fine, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'on va essayer de voir à quel point ils sont capables de prendre une situation merdique et d'en faire quelque chose qui fait que pour l'extérieur, c'est invisible. Et quelqu'un qui est capable de réagir comme ça, mécaniquement, il va être moins stressé. Parce qu'en fait, il a déjà des ressources internes, effectivement, pour arriver à pallier la situation qu'il rencontre. Génial. Attends, avant le dernier dessin, j'ai une dernière question. Est-ce que tu vois des choses qu'on n'aurait pas abordées dans notre thème? Comment piloter le marketing en hypercroissance et qui te semble fondamental pour toute cette communauté de marketeurs en hypercroissance qui nous écoutent? On a parlé... Parce qu'on a parlé de pas mal de choses, quand même. Ouais, effectivement. Je ne sais pas si ça donne des billes pour vraiment piloter le marketing, parce qu'en fait, depuis le début, je dis que grosso modo, le pilotage est un petit peu en mode... YOLO. Ouais. Non, pas tout à fait, mais néanmoins, il y a un côté très adaptatif, quoi, sans cesse. En revanche, c'est un de mes mantras, en fait, un de mes principes managériaux, c'est d'être intense sur le court terme, méthodique sur le moyen terme et visionnaire sur le long terme, et communiquer tout le long. Et ça, en revanche, ça peut aider à framer les choses. Intense on short term, c'est vraiment quelque chose, quand je te parle là, justement, un growth engineer, les TAM, les total addressable market en 3 mois, etc., c'est vraiment intense à court terme, quoi. Mais ça, la question, c'est que ça doit servir quelque chose qui est plus méthodique à moyen terme, que sont des OKR, que sont les objectifs strat de la boîte. Et si tu veux, et ça ne fonctionne précisément que si tu es aligné avec une vision. Donc en fait,
J'ai parlé beaucoup de choses où on parle du on fait et ensuite on pense. En fait, tu peux très bien avoir une vision claire. Enfin, il faut d'abord, même d'ailleurs, avoir une vision claire de là où tu veux aller, de ce qu'est le marketing pour toi. Un truc très simple. Tu prends un papier et un crayon, pour le coup. Tu fais pas un dessin, mais t'écris. Voilà. Qu'est-ce qu'est le succès pour moi? Qu'est-ce qu'est le succès? Joignons le geste à la parole. Absolument. Qu'est-ce qu'est le succès pour le marketing? Alors, c'est pas le succès en général, c'est pas le succès pour toi, c'est le succès pour le marketing. Qu'est-ce qui dit? Qu'est-ce qui te ferait dire que tu es successful si effectivement si tu éteins ça, tu es successful? C'est ça le truc. Et alors, et pour toi? C'est simple. Le jour où on me dit que le marketing, c'est un revenu et pas un coût, ça fonctionne. Parce qu'à partir du moment où ça devient un revenu, je parlais de ressources tout à l'heure, tu as toutes les ressources du monde, regarde Toxaria, c'est ROI positif, et à partir de là, c'est toi le chef, et tu fais vraiment ce qu'il faut pour que ça serve la compagnie dans son ensemble. Ça, c'est vraiment un point qui est hyper important. Très souvent, on parle de dépenses publicitaires, de dépenses SIA, etc. Moi, je refuse ce terme, évidemment, je parle d'investissement systématiquement, parce que je crois vraiment que c'est ça la logique. C'est-à-dire que si on est là juste pour se faire plaisir, c'est une dépense, c'est idiot. Voilà. Donc, il faut faire quelque chose qui n'est pas idiot, donc à savoir faire de l'investissement. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, le marketing est respectable. T'es pas respecté si tu es un trou percé, quoi. T'es respectable si, quand on met 1 euro chez toi, ça rapporte X, et X est ton supérieur strictement. À partir de là, ça fonctionne. Et je constate avec une certaine forme de beauté qu'on a commencé sur comment diffuser les mathématiques, l'enseignement mathématique à... Une équation finalement simple. Finalement, à diffuser l'équation sur un métier qu'elle tient. On dirait presque que la boucle... Alors, peut-être pas, mais en tout cas, qu'il y a bien une harmonie, une continuité dans tout ça. J'en arrive au dernier dessin, alors. Très bien. Comment s'est passé cette heure et un peu plus passée ensemble? Ah bah écoute, après la mer, le soleil... Voilà. Ça, un petit rayon de soleil, ça me change de mon quotidien très orienté justement sur la performance, sur des choses un peu dures. Mais là, c'est très bien de pouvoir aussi en parler et de prendre un peu de recul sur ce qu'on a fait jusqu'ici. Ouais. C'est un vrai plaisir. Merci infiniment d'avoir été notre invité et j'espère que maintenant on en sait beaucoup plus sur comment piloter le marketing en hypercroissance. Oh, Kiss My Scale, c'est fini pour aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais vous avez aimé cet épisode? Faites-le savoir sur votre plateforme de podcast préférée. Et pour discuter marketing et hypercroissance, prolongeons la discussion sur LinkedIn. Enfin, si vous aimez les histoires d'entrepreneurs, les coups de bluff et les coups de maître de ceux qui imaginent le monde de demain, rendez-vous sur instinctcollectif.com.